Mon mot de minuit, c'est replay, puisque vous ne verrez pas cette émission à minuit, vous la verrez quand vous voudrez. Et qu'on a perdu l'émission de minuit, mais on l'a gagnée à n'importe quelle heure du jour. Je pense au fond vert, voilà, c'est que je retrouve aujourd'hui, car j'ai pris énormément de plaisir à tourner en studio. Un espace où il n'y a plus de temps, plus d'horaire, plus rien, un peu comme au théâtre d'ailleurs. Voilà, donc c'est un décor qui me plaît beaucoup. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Je devais avoir 4 ou 5 ans, ma mère m'expliquait que chaque jour, nous avions une âme nouvelle qui se glissait au réveil dans notre corps pour l'habiter tout au long de la journée. Et moi qui lui demandais comment expliquer alors les souvenirs de la veille, puisque l'âme était nouvelle. C'est que l'âme de la veille les racontait à l'âme du lendemain durant la nuit en un long conciliabule qu'on appelait le rêve. C'est pourquoi, ajoutait-elle, il faut dormir suffisamment pour laisser le temps nécessaire au dialogue des âmes. Nous allons aujourd'hui parler de dialogue des âmes dont parle Toby Nathan dans Les secrets de vos rêves. C'est publié chez Odile Jacob. C'est Des mots de minuit 539. En voici le sommaire. Pulsation est le mot du jour, parce qu'Emmanuel Noblet, il a fait droit avant de monter sur scène, réussit à transmettre le sentiment de la phrase de Maëlys de Kerangal. Là où la romancière redonnait les 24 heures d'un cœur transplanté, le metteur en scène et comédien pluriel Silhouette, un jeune homme, un parent, un infirmier, un chirurgien, elle qui va recevoir la greffe, et c'est remarquable. Sinon, ça pulse dans la vie de Victoria Spick, oui, c'est son nom, avocate en quête de soi, de surmoi, d'un homme et qui fait aussi témoigner les chiens. Justine Triet signe son deuxième film, une comédie sentimentale et réussie qui cache un essentiel, le regard urticant sur la société d'une nouvelle génération venue au cinéma. Et c'est réjouissant. Que dire d'André Mainviel, sinon que sa cartographie de sons, de bruits, de chansons et de tout le reste en fait ce musicien hors pair. Question d'accent. C'est Des mots de minuit, 539. Justine Triet, Emmanuel Noblet, merci d'être avec nous. Je reste chez Toby Nathan et je prends dialogue des âmes. Ça vous renvoie à quoi si je vous dis, prenons cette expression, dialogue des âmes? Dialogue Justine. des âmes, à quoi ça nous renvoie? Ouais. Vous me posez une vraie colle là. Dialogue des âmes. Faites-en un film, tiens. Non, oui, moi ça m'évoque l'idée en tout cas de dialoguer avec des choses qui sont en nous depuis toujours, et des choses qui nous traversent, qui nous font, donc évidemment avec des gens qu'on a découverts et qui nous habitent, quoi. Mm. Donc des êtres vivants, des penseurs, des gens absents, ça me renvoie à ça. Vous êtes exigeante dans les âmes que vous recherchez? Je sais pas si je suis exigeante, mais en tout cas, il y a des gens qui reviennent comme ça et qui nous habitent, et qui m'habitent en tout cas, et qui n'arrivent pas à disparaître. Des fois, c'est des fantômes aussi. Donc voilà. Je me permets de vous lire. Hein. Il y a énormément de choses de moi dans le film, mais quand tu fais le portrait d'un personnage qui se casse la gueule, c'est compliqué de dire que c'est soi. Mais si j'avais voulu faire un film proche de ma vie, ce serait glauquissime et insupportable. J'aime quand même mettre de la dérision dans ce qui m'arrive. Votre âme est compliquée ou intranquille? Intranquille, ouais. Compliqué, je sais pas, mais en tout cas intranquille, c'est sûr. Ouais. Dialogue des âmes. Ah bah dialogue des âmes en ce qui concerne. Vous êtes en plein dedans, là, mais bon. Pareil, les vivants, je crois que l'auteur nous a mis au cœur d'un dialogue avec beaucoup d'âmes différentes, les vivants, les morts, les souvenirs qu'on a, les représentations symboliques qu'on projette sur le cœur plus que sur les autres organes, vu que c'est ce dont il est question dans l'histoire. Mais oui, ça me parle. C'est très joli cette histoire de transfert dans la nuit. Emmanuel Noblet, cette question quand même sur... vous êtes comédien, vous avez
plusieurs années de théâtre derrière vous, et un jour se passe quelque chose, c'est une rencontre avec un texte, avec l'auteur d'un texte, avec l'adaptation d'un texte, et le succès dans une société qui est quand même très difficile pour le théâtre, pour la culture en général, etc. Racontez-moi ce que vous gardez de cette rencontre aujourd'hui, que vous êtes célèbre, connu. Non, mais ça me fait sourire parce que c'est pas encore quelque chose que j'intègre. Mais non, moi, ce que j'aime au-delà du plaisir d'un artiste qui fait un travail et qui a l'occasion de le reproduire, parce que je vais jouer beaucoup ce spectacle et avec un bonheur immense. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est qu'à l'inverse de certains qui m'auraient dit mais une histoire comme ça, enfin j'ai mis longtemps, j'ai mis 14 mois à trouver quelqu'un qui allait m'aider à produire ce spectacle, qui coûtait rien, il n'y a pas grand-chose. Hein. Mais on me disait mais attends, t'as vu le sujet, le don d'organes, qu'est-ce que ça raconte? Et puis tu te vois à Avignon aller tracter pour dire venez, c'est un spectacle sur le don d'organes. Et bon, peu importe, ça c'est des détails, mais ce que ça raconte maintenant aux spectateurs, ce que j'ai comme retour de gens qui sont touchés par le style, l'histoire magnifique, mais surtout par le sujet de société et par une épopée, une forme de... Alors c'est pas juste que ce serait un héroïsme moderne de donner comme ça, mais des gens qui au pire moment de leur vie donnent les organes de la personne qui leur est la plus chère et de façon gratuite, anonyme, et pour quelqu'un qu'ils ne connaîtront jamais, ils ne seront jamais remerciés, et que tout le système, que l'État ait fait cette chaîne hospitalière qui fonctionne bien, que ce soit gratuit, que ce soit la sécurité sociale, ce modèle hospitalier si déprécié, eh ben ça rend foi en l'humanité, ça donne de l'espoir et ça va contre la dépression dont on est les champions du monde, quoi. Moi Oui, j'adore ça. À peu de choses près. Mais je me disais, vous insistez beaucoup sur le mot amour dans la présentation du spectacle. Je trouvais que le mot qui vous allait bien dans votre proposition et dans votre projet, c'était bienveillance. Je trouve que le mot bienveillance est un très beau mot aujourd'hui. Et il va bien avec cette idée de pouvoir donner son cœur, surtout quand on a 20 ans et qu'on est mort et qu'on ne peut pas le décider parce qu'on a 20 ans. Comment est-ce que vous êtes entré en connexion avec ce texte-là? Réparer les vivants, la formule est de Tchekhov. Le livre date de 2014, Maëlys de Kerangal, beaucoup de prix. Belle distance par rapport au sujet, dans l'écriture, on en parlera tout à l'heure. Mais pour vous, comment est-ce que vous vous appropriez ce texte, d'abord comme lecteur, ensuite comme comédien? Ouais. Et il y a un deuxième mot que j'aime bien, qui est un très beau mot de Minuit aussi, quand vous êtes un cœur à vous tout seul, hein, puisqu'il y a plusieurs personnages que vous incarnez. Et vous avez ce mot qui est superbe, vous dites que vous n'incarnez pas les personnages, mais que vous les silhouettez. Ouais, je crois ça. Ouais. Donc bienveillance, silhouettée, on est dans un beau moment hein, quand on voit ce spectacle d'1h20. Alors moi, la rencontre, elle se fait parce que je cherche à ce moment-là un projet. Je suis, pour la première fois de ma vie, après 15 ans de travail comme acteur et assistant et technicien parfois aussi, pour la première fois dans un trou noir où je n'ai pas de boulot. Et alors même que je vais devenir papa, et il faut que je trouve du boulot tout simplement. Et puis ça fait des années que je sais que je passerai par le seul en scène, qui est un exercice très particulier que j'avais jamais fait. Donc je cherche des textes et je lis le Monde littéraire du 3 janvier qui parle de la sortie du bouquin de Maëlys de Kerangal, le 4. Et donc, et à la lecture, je sens le sujet, il y a une description de son style, de ses phrases longues et du vivant qu'il y a là-dedans et voilà, du sujet de société. Et je me dis, là, évidemment, j'achète ça demain. Et je le lis et je suis ému, évidemment, et le texte est bouleversant. Mais je suis déjà au travail en me disant, mais c'est évident qu'il y a du théâtre là et que moi, je vais me mettre face aux gens et que je vais leur raconter cette histoire. Ça m'est évident à chaque page que je tourne en me disant, ça, je vais me mettre debout sur un surf. Là, je mets une blouse, je me mets face au public, je fais l'entretien. C'est un axe de mise en scène tout de suite. Le public et les parents. Du coup, ça induit qu'ils vont répondre par des voix off diffusées depuis la salle, etc., etc. Et tout découle comme ça. Donc la rencontre, elle se fait comme ça. Et puis après, sur ce mot de bienveillance que j'aime aussi beaucoup, qui fait souvent défaut, c'est un sous-texte que j'ai moi. C'est-à-dire que l'histoire est terrible, elle est terrifiante. Et
mon sous-texte, c'est de regarder les gens en disant, bon, on va y aller, on va la traverser, cette histoire, ça va aller. Parce qu'il y a un sens à tout ça. Vous allez voir, il y a un sens. Et ça fait du bien de l'entendre. Et c'est une chose qui, j'espère, passe à travers ces personnages que je silhouette, effectivement, parce que je pense qu'il ne faut pas... moi, j'aime le théâtre qui est sans démonstration. Et voilà, je pensais qu'avec la force de ce texte et de ce récit, il fallait rester à distance, silhouetter comme ça les personnages. Et du coup, c'est ce qui est génial dans le seul en scène, c'est que les gens en face se font leur film, ils font leur distribution et c'est leur imaginaire qui nous guide. Je vous propose deux extraits de ce spectacle qui est donné au Théâtre du Rond-Point à Paris jusqu'au 9 octobre et qui ensuite part en tournée mondiale. Enfin, en tournée, hein, parce qu'il est très demandé, qu'il a été très apprécié et qu'il donne quelque chose. Don est un joli mot aussi. Extrait. Brusquement, concentrant son énergie dans ses avant-bras, Simon s'élance afin de prendre la vague de vitesse justement, afin d'être pris dans sa pente. Et maintenant, c'est le take-off. Phase ultra rapide où le monde entier se concentre et se précipite. Flash temporel, où il faut inhaler fort, couper toute respiration, rassembler son corps en une seule action, lui donner l'impulsion verticale qui le dressera sur la planche, pied bien écarté, le gauche en avant, régular, jambes fléchies, dos plat quasiment parallèle au surf, bras ouverts, stabilisant l'ensemble. Et cette seconde-là est décidément celle que Simon préfère. Celle qui lui permet de ressaisir en un tout l'éclatement de son existence. Nous allons procéder à une évaluation intégrale des organes et transmettre ces éléments au médecin de l'agence de la biomédecine qui, en fonction de ces informations, peut proposer un ou plusieurs prélèvements. Après quoi, nous organiserons l'intervention elle-même au bloc opératoire. Le corps de votre enfant vous sera présenté demain matin. Qu'est-ce qu'on va lui faire concrètement? On incise le corps, on prélève, on referme. C'est vous qui opérez? Les médecins qui constatent la mort du patient ne participent jamais au prélèvement. Jamais. Les chirurgiens qui prélèveront arriveront des hôpitaux où se trouvent les patients en attente de greffe. Emmanuel, comment avez-vous découpé le spectacle? Comment est-ce que vous avez découpé un texte et comment ensuite vous avez découpé le spectacle? Comment est-ce que vous l'avez séquencé dans un décor très minimaliste? C'est un travail de montage. Je sais que vous êtes monteuse aussi par ailleurs. Moi, j'ai fait un petit peu de montage, mais enfin, pas du tout professionnellement, mais j'aime ça, j'aime cette écriture-là. Et déjà, l'écriture de Maëlys de Kerangal, elle est d'une génération, comme elle dit, où on maîtrise tous les codes des séries, des films, et d'une génération qui a zappé. Et donc on peut passer, il suffit de dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui parle, on sait qu'on est ailleurs, enfin tout va très vite. On n'a pas besoin de situer les choses. Et le théâtre gagne dans cette modernité quand on fait des ellipses et quand on ne dit pas moi je projette les heures parce que c'est une course contre la montre pendant 24 heures, donc ça aide. Mais voilà, il y avait ce travail vis-à-vis du texte qui était de dire ce que je ne vais pas dire par les mots de l'auteur sera joué soit par des projections vidéo, soit par du son. Je fais démarrer une voiture, on entend une voiture qui démarre ou un avion qui décolle ou qui atterrit, j'ai pas besoin de le raconter. La lumière éclaire un carré au sol, on est dans un bureau, la lumière change, on est ailleurs. Ça, c'est du temps de gagner. Et moi, après, j'ai fait une sorte de montage en essayant d'aller au cœur, c'est le cas de le dire, du roman. Mais il fallait aussi faire le deuil de certains passages où le plateau résistait. Il y avait des retours en arrière, je ne pouvais pas tout raconter, il fallait avancer et aller jusqu'à la transplantation. Question à vous Emmanuel et à vous Justine, quel âge avez-vous l'un et l'autre? Moi j'ai 40 ans, comme ça. 38 ans. Et alors, vous faites partie de cette génération intermédiaire, vous n'êtes pas tout à fait la web génération, mais c'est ce que vous venez de dire qui m'inspire cette question à tous les deux. Comment est-ce que vous faites pour être encore aussi substantiel
dans ce monde moderne, qui est un monde du buzz, qui est un monde du multitasking, qui est un monde pour les jeunes générations du slashing, c'est-à-dire qu'on fait plusieurs métiers, etc. etc. Comment est-ce que vous vous posez la question? Parce que vous dites, voilà, moi, à mon âge, on est habitué à ça, ça part dans tous les sens. Justement. Et vous, dans vos films, c'est ça aussi, hein, quand même. Oui, complètement. Mais justement, moi, j'ai une peur incroyable, justement, de ne pas pouvoir matérialiser les choses, que les choses ne soient pas clairement un endroit. Donc, je pense que c'est justement pour ça que je fais ce métier-là. C'est que j'ai besoin à un moment de réunir. C'est pas parce qu'on fait des films qui ont l'air d'être en désordre que justement ils doivent pas être les plus ordonnés quand on les fait. Enfin, c'est toujours pareil. C'est que c'est un processus quand même d'organisation du chaos quand même. Donc pour moi, c'est justement. Moi, j'ai le sentiment que ça a un sens et que ça. Comment dire ça, c'est. Enfin, je ne sais pas comment c'est pour vous, hein, mais moi j'ai le sentiment qu'en tout cas, il y a la nécessité de réunir les choses, d'essayer de construire et de les choses et de réunir les gens et d'avoir l'impression qu'on peut montrer une vision des choses qui serait peut-être partagée par d'autres, mais en tout cas qui serait donnée dans un temps donné. Alors le théâtre c'est particulier parce que vraiment il y a cette sensation où tout le monde est ensemble et c'est très fort et c'est jamais la même chose. Le cinéma c'est un peu différent, mais il y a quand même cette sensation, enfin, en tout cas moi j'ai cette idée-là qui est complètement, enfin qui est bête, qui est illusoire, mais que je construis quelque chose, voilà, que je lutte un peu contre la mort, ce qui est un peu absurde. Hein, mais... Question, Albee est mort il n'y a pas longtemps, Qui a peur de Virginia Woolf, Ouais. scène de ménage mythique Ouais. dans le cinéma. Vous, à la fin de Solferino, du film sur Solferino, il y a une scène de ménage incroyable. Oui. Enfin, De 10 bon, minutes. c'est pour ça que je me permets de citer Albee, parce que je trouve qu'il peut y avoir des connexions comme ça. Est-ce qu'elle est répétée ou est-ce que vous laissez Oui, Bon, beaucoup, d'accord, hein. voilà. C'était. Oui, mais ceci dit, c'est une bonne question. Je Parce trouve que c'est un monument, cette scène. C'est gentil. Moi, je trouve que c'est une bonne question parce que finalement, donc c'était mon premier long métrage, La bataille de Solferino, et je n'avais pas encore l'expérience comme ça. Donc j'avais très peur. Donc je faisais beaucoup de répétitions. Et je pense que c'était une erreur, ce que j'ai pas reproduit pour ce film-là. C'est-à-dire que je pense que des fois, en répétition, on avait des choses bien meilleures que... le cinéma, c'est particulier. C'est-à-dire que ça surgit dans l'instant et ça se reproduira plus. Et c'est pour ça que moi, j'ai très peur des répétitions et je tourne très, très rapidement. Maintenant. La réponse à la question aussi sur la fragmentation de la vie moderne. Moi j'ai l'impression, et j'entends ça aussi dans la réponse de Justine, c'est que peut-être que notre génération, quand on prend la parole ou qu'on se risque à faire une pièce, un film, quelque chose, c'est face à ce monde qui part dans tous les sens, c'est essayer juste de trouver un endroit où on a un sens. Une seule chose, et se dire, moi je crois que ça a un sens, et s'il peut être partagé par d'autres et d'autres qui seront sensibles, tant mieux. Mais moi je vois un sens dans les films de Justine, je vois un sens dans l'écriture de Maëlys de Kerangal, et on se dit, ça, ok, ça on s'y tient, et c'est une balise dans le chaos, quoi. Tiens, il y a un mot qui traîne là, c'est sublimation. Je poserai la question après sur la sublimation. Ce que vous avez sublimé, ce que Maëlys de Kerangal sublime dans son texte, dont vous dites qu'il est performatif. Ce que vous dites, son écriture est performative. Est-ce que vous mettez-vous en scène aussi, ou ce que vous sublimez en scène, c'est ceci. Nous sommes à l'agence de biomédecine. Au standard, une infirmière régulatrice assure la liaison entre les médecins et les hôpitaux. C'est bon pour le cœur, si vous désirez greffer. Poids, âge, antécédents, groupe sanguin, les caractéristiques du donneur lui permettent de trouver sur une liste d'attente le receveur qui convient pour peut-être lui sauver la vie. Je trouve ça génial de faire partie de ce maillon pour que des gens soient sauvés. Je trouve ça formidable. L'agence de la biomédecine ? Et c'est la Pitié Salpêtrière. Oui, la Pitié. Et quand ça marche, un seul donneur peut sauver plusieurs vies. Autour du corps, les chirurgiens vont se succéder. En premier, l'urologue, pour préparer le prélèvement des reins. Arrive ensuite l'équipe du foie, puis le chirurgien du cœur, qui lui aussi va d'abord inspecter l'organe avant de prendre une décision. Ok, on prend le cœur. Hein. Ok, on prend. On prend le cœur et vous allez voir, c'est étonnant. Tout à l'heure, je disais que vous étiez un cœur à vous tout seul. Je l'écrivais avec un H, pour le coup, avec les personnages. Je me rends compte de cette association qui est bien involontaire, mais bon.
Maëlys de Kerangal dit qu'elle a assisté à une greffe. Ouais. Hein, est-ce que vous avez fait la même chose ou est-ce que vous avez été curieux de la réalité? Oui, un peu par contamination, c'est que j'avais besoin d'images à mettre en arrière-plan parce que le seul en scène au théâtre sur un fond noir, bon, c'est immémorial, mais là, on a une histoire du 21e siècle et l'imagerie médicale, elle est incroyablement belle si on sait la traiter. J'avais un vidéaste, Arnaud Vera, pour faire ça. Et ça me permet de faire comme un arrière-plan. Et donc, j'ai rencontré un chirurgien au CHU de Rouen qui m'a donné quelques images. Et je lui posais des questions aussi parce que j'ignorais tout de ça. Et savoir s'ils opéraient côté gauche, côté cœur, etc. Quelle était la taille de cette ouverture pratiquée et où se tient l'infirmière de bloc pour pouvoir mettre des images pour que quand je dis les mots, les gens puissent l'imaginer. Et il m'a proposé d'aller au bloc. Et donc j'ai vu un changement de valve mitrale, le cœur qui s'arrête, il l'ouvre, la circulation extracorporelle et ce travail de couture qui est décrit ensuite, ouais, qui est fascinant. Pourquoi dites-vous que l'écriture de Maëlys de Kerangal est performative? Mais parce que elle dit les choses, et je crois que je cherchais ça parce que les seuls en scène que j'ai aimés, il faut que les mots soient suffisamment forts pour faire tout le travail, pour que les spectateurs l'entendant, ça fasse tout le paysage, tout le décor. Et ce sont ces mots, je me souvenais du bouquin d'Austin, quand dire c'est faire, il y a des mots qu'on prononce et la chose existe, c'est « je vous marie ». Bon, ben, ça n'existe pas avant et dès qu'on le dit, ça existe. Et la langue de Maëlys de Kerangal, elle est comme ça, elle dit les choses et le sentiment arrive, le décor se constitue, le silence devient chair, je sais pas, elle a cette force-là du langage qui fait que moi je dis les mots et je sens que ça existe pour les spectateurs. Écoutez ce qu'elle dit de son écriture et notamment de l'importance de la ponctuation dans son écriture. Pour moi, la ponctuation, c'est d'abord un rapport au corps, c'est l'inscription du corps de l'auteur dans son texte. Hein. C'est de son souffle, de sa voix. C'est aussi une façon dont le texte est intelligible parce que on peut aussi, notamment dans des phrases un peu amples, ou si on souhaite déplier une action ou une description ou peut-être la fuite d'un sentiment, finalement, la ponctuation, c'est ce qui donne le sens, c'est ce qui rend intelligible un petit peu toute cette phrase. Mais pour moi, c'est plus qu'une question même de musicalité, tout, c'est quand même c'est l'organique de la langue, la ponctuation. Et je dirais même sur un plan... Qui n'est pas l'organe. Qui n'est pas l'organe, oui. Mais même sur un plan visuel. C'est-à-dire pour moi... la ponctuation silencieuse, la ligne de blanc, l'alinéa, aller en belle page, enfin, toute cette ponctuation qui finalement est visuelle, enfin, mettre une capitale, un italien, vous voyez, pour moi, c'est vraiment tout très important et c'est là où je pense que je suis le plus inquiète et en même temps le plus passionné. Enfin, les questions de ponctuation me fascinent beaucoup. Un mot de commentaire sur... Oui, je sais qu'elle y prête un soin infini et qu'il y a même certaines phrases où on pourrait s'attendre à voir une virgule à cet endroit-là, mais elle ne figure pas parce que son rythme à elle nécessite d'accélérer et d'aller encore plus loin et d'aller jusqu'au point. Et pour un acteur, c'est un matériau génial, ça. Cette ponctuation qui donne le sens et en même temps aller au bout des phrases. Et il y a des phrases qui font une page et il y en a d'autres qui sont très courtes. Et c'est voilà. Et c'est comme elle dit aussi par ailleurs, le livre commence Réparer les vivants par une séance de surf. Et c'est comme une vague qui doit emmener jusqu'au bout du roman. Et sa ponctuation, c'est ça. Vous en faisiez avant du surf? je me plantais beaucoup avant. Depuis, j'en ai fait juste par conscience professionnelle, vous pensez bien. Et j'y arrive un peu mieux maintenant.
Ouais. Comment est-ce que vous entendez Maëlys de Kerangal sur le texte et par rapport à, ça fait écho à ce que vous disiez tout à l'heure de j'écris systématiquement des scènes qui donnent une impression d'improvisation étonnante. Oui, tout à fait. Ben non, je trouve ça très intéressant, cette idée visuelle, en tout cas, cette idée de ponctuation visuelle comme ça. Et évidemment, ça me faisait tout de suite écho, je trouvais, quand on est à la fois sur le plateau, mais surtout en montage, comment on met en valeur certaines scènes, comment elles démarrent, comment elles se ponctuent. C'est des choses qu'on n'analyse pas forcément en tant que spectateur, mais qu'on fabrique vraiment de manière très, enfin en tout cas moi, de manière très précise en montage. Et c'est vraiment un temps très important pour moi, parce que c'est comme ça qu'on... Voilà, avant il y avait beaucoup de fondus enchaînés dans les films, maintenant on est plus dans les choses cut, mais comment est-ce qu'on travaille ça? Qu'est-ce que ça raconte, ces choses-là, quoi? Et moi je trouve que c'est passionnant. Emmanuel, qu'est-ce que vous allez faire après? Là, je vais en profiter, parce que c'est une rencontre comme ça avec un texte et avec le public, parce que c'est ça qui se passe, c'est que j'ai des salles remplies, avec un silence qui se pose là, que je retrouve chaque soir, qui me donne envie d'être à la hauteur. Et moi, j'avance comme acteur. J'apprends énormément, voilà, et le spectacle grandit, je crois. Donc je vais le jouer longtemps. Et après, je réfléchis à la suite. Oui, j'ai d'autres envies de mise en scène. J'ai envie de retrouver des camarades de jeu aussi, pour pas être seul dans la loge. J'ai envie de tourner aussi à l'image, parce que c'est autre chose, c'est un autre métier, mais que j'aime énormément. Et voilà, j'ai fait un travail déjà sur Boussole de Mathias Sénard, qui m'a demandé de l'adapter. On a fait une lecture concert, on a quelques dates. 2015, l'année dernière, oui. Et voilà, on joue au Théâtre du Nord à Lille le 16 octobre. Et puis on organise une tournée. Et Mathias Sénard est venu vous voir? C'est vous qui Oui. C'est lui qui vient vous voir? Oui, c'est lui qui... Parce qu'il connaît Parce qu'il savait que j'avais fait ce travail-là, et puis parce qu'il y a un festival en Belgique, le Festival des Rencontres Inattendues, qui mêle philosophie et musique, un festival que j'ai découvert qui est passionnant, lui demandait un travail sur Boussole. Il m'a dit, mais je ne sais pas s'il y a du théâtre là-dedans. Et puis à force d'en parler, je lui disais, je crois quand même qu'il y a une... Voilà, en tout cas, il y a la place pour un acteur seul et des musiciens qui seraient ces fantômes de ce musicologue insomniaque. Et autre adaptation au cinéma, cette fois, de Réparer les vivants par Catel Ilvray, qui est la même génération de cinéastes que vous. Tout à fait. Pour le coup. Qu'est-ce que c'est que ce système? Alors, tout à l'heure en coulisses, je disais le mot prédation, c'est-à-dire que dès que quelque chose marche, ça buzz, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez de ce système-là? C'est la règle du jeu. Bon, voilà, oui, très bien, vive le succès. Ou est-ce que ça peut être inquiétant parce que quand vous êtes resté dans l'ombre ou dans la pénombre pendant des années et que le miracle se produit, comment vous le voyez, ce système-là? Moi, je crois qu'il ne faut pas trop y faire attention en tant que... Enfin, dans les gens qui font, je crois qu'on n'est jamais félicité pour les bonnes choses. Et je crois que les meilleurs... Moi, en tout cas, j'ai le sentiment que souvent, voilà, quand moi, les œuvres souvent que je préfère des cinéastes, souvent, ce n'est pas forcément celles qui ont marché. Donc, à un moment donné, on est récompensé pour des choses. Bon, voilà, des gens ont décidé que c'était là qu'il fallait nous élire. Et d'autres, voilà, totalement ignorés. Ça n'a pas trop de sens. Après, ça fait toujours plaisir. On ne peut pas être hypocrite. Bien sûr, oui. Évidemment que ça fait plaisir d'être... Oui, mais même pour des raisons toutes simples, c'est-à-dire qu'on passe quand même beaucoup de temps à ça, évidemment qu'on a besoin à un moment donné d'avoir un peu de reconnaissance, mais c'est vrai que par contre, voilà, la course derrière ça, le fait d'attendre, voilà, moi je pense que c'est évidemment quelque chose qui mène forcément à, enfin voilà, une entreprise d'échec, quoi. Enfin, moi, de mon point de vue, mais après, voilà, ce qui ne veut pas dire non plus s'opposer à toute forme un côté populaire, mais en tout cas dans le cinéma que j'aime bien. Je trouve ça difficile des fois dans le milieu de l'auteur, du cinéma d'auteur, des fois on a un petit côté un peu snob par rapport à un certain cinéma qui pour moi, selon moi, peut être aussi intéressant. Mais je crois qu'il faut, moi en tout cas j'essaye de ne pas trop porter d'attention à ça, c'est plutôt les gens qui m'entourent qui sont heureux de ça. Moi en tout cas voilà, je suis pas trop là-dedans. Parce que ça passe très vite, c'est ça que je veux dire, c'est que ça change très vite, quoi, voilà.
Oui, et puis sur s'il y a une prédation, le mot est fort, mais s'il y a une envie de se jeter sur un texte comme Réparer les vivants, C'est pas grave. là moi je dis très bien. Oui, voilà, oui, Et en après, ouais. l'occurrence, Non, je suis d'accord. je crois Bien sûr. qu'Atel qui les verrait, elle n'a pas attendu non plus tous les prix littéraires pour aimer le livre et avoir envie de l'adapter. Ouais. Et il y avait une matière évidente à faire un film. Nous sommes d'accord. Mm. Est-ce que vous avez un objet avec vous? Ah oui, C'est quoi? j'ai un cartable. Et c'est un cartable que j'avais. La consigne, c'était un objet qui nous tient à cœur ou qui nous c'est ça, accompagne depuis longtemps. Moi, j'ai la formule classique chez nous, c'est quel est l'objet qui vous prolonge? Voilà. Ah, alors qui me Non, mais- prolonge. Oui, pourquoi... en tout cas, C'était la formulation. d'accord. Mais en tout cas, c'est un objet qui m'accompagne pour le coup, parce que j'ai une photo de moi à ma première entrée en maternelle, en première maternelle. Donc à l'époque, il m'arrive là, le cartable, et il traîne par terre. Donc on a juste changé le fond, mais il m'accompagne toujours. Voilà. Alors pendant des années, on ne peut pas l'utiliser parce qu'on apprend trop de choses trop lourdes au collège notamment. Mais à la fac, j'ai pu le retrouver et maintenant il fait. Voilà, j'emmène. Quand je fais ma rentrée, j'emmène mon cartable. Justine, qu'avez-vous entendu de votre voisin et de son sac et de son cartable, pardon? Et de son cartable, hein, Oh, c'est-à-dire. est-ce que- Ah oui. Qu'avez-vous Non, entendu? non, mais je trouve ça fascinant. Moi, je suis quelqu'un qui perd absolument tout. Donc, évidemment, ça me fascine l'idée de pouvoir garder quelque chose très longtemps. Non, voilà. Donc, il y a certaines choses que je garde, mais je ne les porte pas sur moi parce que sinon, je les perds. Voilà. On continue cette conversation dans une seconde. Je vous propose une belle musique, cette tradition dans cette émission. Le dernier album, One Time, intime, du troubadour, vocal, chimiste. Là, je cite Monponté, Michel Monponté, qui est le journaliste qui vient de rejoindre notre équipe. André Mainviel, qui dresse une cartographie sonore et enchantée de son intime, au fil d'assemblage de ses collections de sons, d'enregistrements de bruits du quotidien et de chansons inédites. Se croisent là des crapauds, des accents de copains, du rugby, du créole, des champignons et de la poésie. À chaque piste, à chaque pas, la magie opère. Un disque qui sort et qui est sorti le 23 septembre. Et puis un petit cadeau que nous a fait Mainviel, qui est plutôt sympa, le facteur d'accent. Musique. Je suis le facteur d'accent, j'en passe 1000 ans d'accent. Et du nord aux Pyrénées, je capte l'altérité. Je suis le facteur ad hoc, d'est à l'ouest et d'oïl à noc. Je passe du fond à la forme et le contre-champ à la norme. Oui, oui, je suis le facteur des lieux, je fais les bords, les milieux. J'arpente le relief d'abord, la syntaxe par-dessus bord. Je suis le facteur d'abcès en matière d'identité. De le fait, la poule sachez que la poule s'en est crevée. Je suis le facteur d'abstrait, j'ai mon diplôme HEC, hautes études communales, enfant de la balle pour que dalle. Je suis le facteur d'active, j'habite le temps des rives, j'habite le maître à flot, jusqu'à tellement mes animaux. Je suis le facteur d'accent, celui de l'incandescent. J'ai les rhizomes plein les pognes et des fantômes de gigogne. Je suis le facteur d'accent, l'anthropophonie descend dans mes chants, dans mes impros, de berbère les fagots. Si vous avez un accent, c'est que votre corps supporte 1000 mémoires qui s'emportent. Laissez-la comme lettre morte, laissez-la comme lettre morte. Je suis le facteur d'accent. Vous n'avez pas pris de vacances depuis 2 ans, vous êtes crevé, c'est ce que vous venez de dire, hein, on vous a surpris. Et puis je vais dévoiler une conversation qu'on avait alors que Mainviel terminait son impro en exclusivité pour Des mots de minuit. C'est cette idée du silence. Et dans cette émission, on a plutôt l'habitude d'écouter les silences ou de les laisser advenir. Et vous disiez, il y a une seconde, Emmanuel, vous disiez que dans une salle, le silence peut faire peur. Et qu'aujourd'hui, vous l'êtes approprié, enfin ces silences de la salle, et que votre spectacle est plus long, paradoxalement. Ouais. Maintenant, là où, découvrant le seul en scène, qui est assez vertigineux,
J'avais une peur, un trac d'acteur. Maintenant, j'ai une envie d'acteur et de metteur en scène de retrouver ce silence. Et c'est devenu mon allié. C'est-à-dire que quand le silence est là et qu'il pèse, ça veut dire que le spectacle est là. Et alors, je ne veux pas faire peur aux gens qui voudraient venir voir l'histoire, mais il y a un drame, il ne faut pas se le cacher, c'est une tragédie. Donc on passe par des moments de silence, voilà, où je pense que ça travaille dans l'esprit de chacun qui s'interroge sur ces questions-là, sur la douleur, le deuil, qu'est-ce que c'est, le sens de la vie et de la mort, si on peut en trouver un. Et ensuite, on repart et l'histoire avance et ça ne s'arrête pas jusqu'à la fin. Mais voilà, et le rythme du roman est comme ça et le rythme du spectacle est fait de haut et de bas. Et ces silences, oui, j'aime maintenant les laisser vivre. Par opposition à ce que vient de dire Emmanuel, Justine, quand vous êtes sur un plateau, il y a du monde. Oui. Comment est-ce que vous êtes avec la troupe de cinéma, votre troupe de cinéma? J'essaye de créer une forme d'atmosphère, pour ne pas avoir cette crainte que moi j'ai, je pense, du moment où on dit action, pas un moteur action. Et donc j'essaye de tout faire pour qu'il n'y ait pas vraiment de frontière entre le moment de leur chant et le moment où, voilà. Donc c'est une espèce ouais, j'essaye de leur parler, je ne sais pas comment dire ça. J'essaie de créer un rythme, une musique, quoi, en tout cas, avant. Voilà, pour les mettre dans un Est-ce que vous leur racontez les secrets de vos rêves? Je vois où vous voulez en venir. Salaud, il m'a posé la question. Non, alors il faut savoir que des fois, on confie des choses à des journalistes et que voilà, elles sont légèrement déformées. Oui, ça m'arrive, effectivement. Oui. Non, mais c'est vrai que voilà, moi, en tout cas, je filme des gens que je désire, évidemment, et j'ai un rapport à ça assez simple, quoi. C'est-à-dire qu'évidemment, vous faites référence donc à... Vous en rêvez. Voilà, ça m'arrive des fois de faire des rêves des comédiens que je filme. Et voilà, je leur raconte pour les faire rire, pour détendre l'atmosphère le lendemain, même si eux, ils n'ont pas besoin d'être détendus vu que c'est moi qui ai fait le rêve. Mais oui. Quoi qu'il n'y ait pas besoin d'être détendu, ça dépend du rêve aussi. Hein. Donc, bon, je renverrai à la presse spécialisée qui a abusé de vos confidences. Dans ce que vous dites, Vilaine fille, mauvais garçon, la bataille de Solferino, Victoria, il y a quelque chose de la société contemporaine, il y a quelque chose d'une jeune femme dans la société contemporaine, il y a quelque chose de la dépression, peut-être d'une jeune femme, mais plus globalement d'une société aujourd'hui, et vous réussissez le tour de force de prendre ce qui pourrait être une tragédie, on évoquait le mot tout à l'heure, ou ce qui pourrait être glauquissime si c'était trop autobiographique, et vous en faites quelque chose qui est une comédie, mais qui n'est pas la comédie à la française comme on l'imagine. C'est aussi puissant, un peu intello. Comment est-ce que vous réussissez cette ratatouille? Parce que je pense qu'en tout cas, alors contrairement à La bataille de Solferino, mon précédent film, où c'était un film quand même plus dur, plus grave, sur Victoria, c'est vrai que je ne parle pas d'un drame comme là il en est question. On n'est pas sur une vraie tragédie, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de deuil, on est quelque chose de plus en filigrane. Et du coup, j'ai le sentiment que de manière très simple, naturelle, quand je me mets à écrire, très vite, je ne peux pas parler de ça de façon ultra naturaliste. J'ai besoin de ramener un peu de comédie dedans pour m'en moquer, voilà. Et donc ça vient de manière assez simple, en fait, assez naturelle. C'est le ton que moi, qui me vient à l'esprit. Et encore une fois, c'est pas parce que je vais vers la comédie que je vais aller vers des travers qui, moi, m'ennuient beaucoup en ce moment. C'est-à-dire le côté très vulgaire, le côté forcément... beau, enfin voilà, tous ces trucs-là. Voilà. Et donc, c'est pas parce que je m'attaque à ce genre-là que je vais pas essayer de faire quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire de ramener quand même de la pensée à des endroits. Voilà. Après, voilà, on n'est pas dans des hautes sphères, hein, mais je veux dire, en tout cas, c'est vrai que ça me semblait être important de...
enfin, on est sans doute beaucoup plus haut que vous n'imaginez. Bah, je sais pas, moi j'ai du mal en tout cas à m'auto-analyser parce que c'est très proche de moi encore. Moi j'arrive à voir la bataille maintenant. Donc c'est tous les 3 ans que j'arrive à voir un peu ce que. D'accord. Mais en tout cas, c'est vrai que ça s'est fait. Je crois qu'à ce moment-là, j'étais dans une période un peu, alors pas sombre, pas noire, mais en tout cas un peu particulière de mon existence. Et où finalement j'avais besoin de raconter ça de cette façon-là, c'est-à-dire en rigolant un peu. Même si le film n'est absolument pas autobiographique. Hein. Moi, j'aime la fiction, j'aime l'idée vraiment de m'emparer de la fiction. Je crois que je suis un peu saoulée aussi de toutes les formes d'autobiographie qu'on peut voir, et surtout le fait de le revendiquer en permanence. Quoi. Voilà. Un personnage, Victoria Speak, elle essaie d'être avocate, elle essaie de se retrouver dans son corps, elle essaie de gérer un ex-mari blogueur très intrusif. Elle retrouve un ancien dealer qu'elle a défendu, Vincent Lacoste, qui devient son amoureux. Amoureux et son conseiller, et d'abord son babysitter, enfin le babysitter de ses enfants. Extrait de ce film avec Virginie Efira, que vous valorisez, que vous sublimez. Hein, je mets, voilà. Et c'est intéressant parce que je vous poserai une question sur l'ambivalence de l'accueil du film après, à cause d'elle, paradoxalement. Hein. On regarde un extrait de Victoria. Toi ? Cette fille est complètement folle. On va se séparer, je vais très très mal. Merde, mais tu vas tout le temps mal, hein ? Non, non. Là, c'est différent, là. C'est tout ce que t'as à dire. Monsieur Mallet ? Bah oui. Ah, non, c'est un type que je connais. Bah, qu'est-ce que vous faites là ? Bah, bonsoir. Bonsoir, bah, je suis un cousin éloigné du témoin, en fait. D'accord, bah, je vous présente un ami, c'est un ancien client que j'ai défendu. Ah ouais, t'es accusé de quoi ? Stupéfiant. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier de m'avoir sorti d'affaire. C'est fini, là, je dis plus. Oh, non, bah, t'as jamais eu la tête d'un dealer, de toute façon, je t'ai toujours dit ça. Oui, hein. C'est gentil. C'est vrai. Fira Poupeau-Lacoste, vos comédiens, comment est-ce que vous les avez castés ? Alors, vraiment l'intuition, parce que j'ai pas fait de casting justement. Il n'y a pas eu plein de rôles potentiels pour le rôle de Victoria. Il n'y a pas eu plein d'acteurs pour. Enfin, tout ça s'est fait de manière très simple. Ils ont accepté, donc j'étais bien ravie de ça. Parce que c'était plus moi qui étais dans la position de me dire j'espère qu'ils vont accepter. L'intuition, c'est-à-dire tout à coup, voilà, de mélanger ces personnes. Alors certaines, elles se connaissaient un peu avec Virginie et Melville, mais l'intuition, moi j'aime beaucoup aussi mélanger des gens qui n'ont rien à voir, qui viennent d'univers très différents. Moi, c'est un peu mon histoire, parce que j'ai l'impression d'avoir plusieurs vies, plusieurs parcours dans des milieux très différents. Donc là, c'est un peu le cas, c'est que j'ai la sensation que tout à coup, de la même façon que Laurent Poitrenaud, avec Virginie Efira, ça raconte déjà quelque chose. Et après, il ne faut pas que ce soit juste comme ça, gratuit, évidemment, mais donc l'intuition, juste, assez simplement. Virginie, c'est vrai que c'était vraiment... alors, encore une fois, c'est marrant, parce que quand je l'ai rencontrée la première fois, elle m'a dit... J'espère que c'est pas par snobisme pour pour faire un coup comme certains peuvent prendre, je sais pas moi, un acteur un peu plus populaire pour voilà. Non, et je lui dis mais absolument pas. Moi je te prends pour une actrice. Je sais que tu es une bonne actrice et en la rencontrant en plus, je me rendais compte vraiment de tout ce que je voyais en elle et qui pourrait vraiment convenir au personnage. Et c'était pas du tout pour des histoires d'argent ou je ne sais quoi, comme plein de gens ont pu penser ou me dire, quoi, vraiment. C'était vraiment purement et simplement parce que je crois que la partition était difficile à jouer, vraiment. Elle la joue bien. Voilà, qu'elle avait l'âge de l'actrice, qu'il y avait plein de conséquences, qu'elle avait ce côté de l'autodérision. C'est quelqu'un, quand je l'ai rencontré, qui passait son temps à se dépeindre comme vraiment quelqu'un qui n'avait rien fait, qui était limite une pauvre fille. Enfin, vraiment, je me disais, mais c'était incroyable la façon dont elle se dévalorisait, alors qu'elle allait jouer avec Mouret, qu'elle avait quand même fait pas mal de films. Alors après, plus ou moins, qui me plaisait plus ou moins, mais je veux dire, moi j'ai pas cette idée-là, c'est vrai, de qui vient d'où. Après, évidemment qu'il y a plein de gens qui viennent de la télé que je peux pas supporter et que je ne prendrai jamais. Des noms. Non. Non, mais... non, je déconne. Non. La liste serait trop longue, mais... on va la mettre sur le site. Non, mais pour moi, c'est une exception, Virginie. Pour moi, c'est plus l'inverse. C'est-à-dire qu'elle a fait partie de ce milieu-là.
Mais pour moi, c'est une exception. C'est une fille qui devait faire Vous la défendez bien quand même. Non, mais vraiment, enfin. Ouais, vous la défendez bien. Il me semble, et c'est pas pour citer Sarkozy, mais il me semble que la question de l'identité est centrale. Vous êtes gauloise, quoi. Non, je plaisante, oh là là. Non, la question de l'identité quand même dans vos films. Que ce soit Victoria Spic, cette avocate qui se cherche, dans le film précédent, ce futur avocat à qui on rebat les oreilles en lui disant « mais vous n'avez pas une tronche d'avocat », etc. En fait, la question de la justice est toujours très présente. Question de la justesse de l'individu. Qui suis-je comme mère? Est-ce que je suis une bonne mère? Comme propriétaire de chien, est-ce que je suis un bon propriétaire de chien, etc. Complètement. Et d'être jugé par rapport à ce qu'on fait. Oui, absolument. D'où ça vient cette... Vous allez m'analyser là. cette quête de l'identité? Je sais pas. Je pense que non. C'est vrai que Par exemple, même le dalmatien, parce que le dalmatien, on se dit putain, il est sympa le dalmatien, et puis en fait, vous finissez par dire dans le film, c'est le plus con des chiens. Oui, c'est vrai. Non, c'est pas moi, c'est une plaidoirie de Dupond-Moretti. J'entends. Mais non, moi je pense que je suis fascinée dans ma vie de tous les jours. Voilà, quand j'ai des amitiés. Bon, alors j'approche de la quarantaine, donc j'ai eu quand même pas mal d'amis, d'amour, etc. Et je suis fascinée par finalement ce qui reste de ça. Et je suis très anxieuse de ce qui reste en fait. Et donc je veux toujours que les choses soient figées, marquées. Et donc c'est comme si toujours j'avais besoin de dire aux gens, ça a bien existé, ce qui s'est produit entre nous, c'est bien ça qui s'est produit, etc. Et bien évidemment, cette vérité est altérée. Donc moi j'aimerais dans ma vie de tous les jours qu'il y ait des espèces comme ça, de petites cours de justice qui puissent dire, ça a bien eu lieu, ça on a bien eu ça c'est une obsession de vouloir que les choses soient... C'est vraiment stupide, hein. C'est l'inverse de ce que produit la vie sur nous. Mais voilà, je pense que ça provient plus d'une peur en fait de ne pas maîtriser les choses, de pas que les choses nous... Donc évidemment, là, c'est les questions d'amour et de passion et de déchirement et de la vérité. C'est-à-dire que moi, je suis obsédée par la vérité. Qu'est-ce qui a bien eu lieu à cet endroit-là? Et dès mon premier court-métrage, c'était ça. C'était qu'est-ce qui a bien eu lieu ce jour-là sur cette place d'Italie quand les mouvements du CPE avaient créé des grandes bagarres. Et j'essayais de comprendre comment le mouvement avait pu se produire. Et je pense que je suis obsédée par la vérité surtout. Est-ce que les études que vous avez faites, ou en tout cas le parcours à un moment, l'un et l'autre d'ailleurs, vous avez fait du droit, hein, c'est ça Ah bon d'accord. Moi, je suis fascinée par les gens qui ont fait du droit. Ah bon? Oui. Et vous avez fait les beaux-arts, donc ni l'un ni l'autre n'était a priori destiné à ces métiers du cinéma et du théâtre. Pourquoi est-ce que vous avez bifurqué Enfin, vous en même temps, c'est un peu plus près quand même, mais pourquoi est-ce que vous avez bifurqué à un moment, vous Moi, je suis allé vers ces études-là par curiosité citoyenne, je dirais. Je faisais du droit public et j'aimais ça. Hein. C'est des études marrantes parce que les étudiants en droit, ils disent pas je suis étudiant en droit, ils disent je suis juriste. Dès la première année, il y a une forme d'arrogance, je trouve, comme ça. Et en même temps, c'est vrai que la première année en droit, on se dit mais tout le monde devrait avoir fait ça. C'est-à-dire sur l'organisation sociale, pour comprendre les votes des lois, aiguiser un point de vue citoyen et voir comment marchent les choses, ne serait-ce que pour décrypter ensuite des stratégies politiques, c'est passionnant. Mais est-ce que je me suis déjà lassé? J'avais le sentiment que j'avais besoin de vivre un peu plus que soit ces gestions de dossiers que j'allais faire, soit prof à la fac, ça m'intéressait, mais peut-être c'était déjà raconter des histoires et faire réagir. Je me souviens de ces amphithéâtres avec des profs qui faisaient exprès de dire certaines choses, et puis un amphi 600 en droit, il y a les gens à l'extrême droite qui sont là, les gens à l'extrême gauche qui sont là et qui sifflent ou qui font... Qui commande tout. Et c'est une tribune politique. Et du coup, moi, ça m'intéressait de me dire, tiens, mais je pourrais être le prof qui va titiller et faire passer un peu des idées. Ça m'intéressait. Et puis, la vie a fait que j'ai rencontré des gens qui faisaient de l'impro, du café-théâtre, et j'ai mis du temps à aller vers ce métier qui me faisait un peu peur parce que j'avais rien qui m'y amenait. Et puis, j'ai découvert les textes et l'autorisation de jouer, de dire des choses... splendide et de jouer des vies que j'aurais jamais vécues. De l'amphi. Et vous, les beaux-arts, enfin bon, en même temps la filiation est plus évidente. Mais... c'est-à-dire que oui, aux beaux-arts, il y a des sections, on imagine ça, il n'y a pas que la peinture, il y a les... Et c'est vrai que j'ai appris le montage par hasard en fait, et très vite, je suis vraiment arrivée dans le cinéma par le montage. Je n'avais pas tenu une caméra pendant 2 ans, j'étais que dans le montage. J'apprenais à manier ça, donc avant, et ça m'a vraiment passionnée. J'ai adoré ça, même avant de tenir une caméra. Puis après, évidemment, c'était
Je vous pose une question après sur justement vous évoquiez la politique, Emmanuel, il y a une seconde. On regarde la bande-annonce de votre film précédent, La bataille de Solferino. Regardez. Je les adore tes enfants, ils sont super. Hein. Je pense qu'on forme une super famille quoi. Je suis en bas en fait. Tu veux pas descendre? Non mais t'es fou quoi, qu'est-ce que tu fais là? Pas devant mes enfants putain! Pourquoi tu te prends là, merde? Je suis pas avocat, je t'ai déjà dit. T'imagines qu'on me jette devant mes filles? Comment moi je peux réagir? Qu'est-ce que je dois faire? Il faut vraiment que tu prennes soin d'elle. Parce que là elle a peur, elle prend trop sur elle. Si tu savais Laetitia comme elle parle de toi avec vraiment. C'est quelqu'un qui est dangereux, il est violent, il ne doit pas monter. C'est comme si elle t'aimait encore, je veux dire. T'as tout compris quoi, tout va bien non? Est-ce que vous êtes confiant? Confiant, serein, combatif. On entend François président, on entend on va gagner. Les militants socialistes sont en train de jeter leur dernière force dans la bataille. Je suis leur père! T'arrêtes là, ok? Arrêtez, c'est impossible là. Je veux même pas m'énerver, je peux rien faire. Et si je m'énerve, on dit que je suis un malade mental. Moi, je veux savoir ce que vous faisiez avec votre ex, avec les enfants, et pourquoi vous avez tapé sur la gueule de monsieur Guillaume Améland. C'est simple, non? Et vous asseyez là, monsieur, c'est pas terminé encore. Donc. J'en ai ras le cul là, ça fait la troisième fois que je me fais humilier dans la journée, j'en peux plus là. Donc, ce film a été tourné au moment de l'élection présidentielle. Oui. Mais qu'est-ce qui vous a pris d'aller filmer des séquences alors qu'on va apprendre, avec ce tout petit temps de silence qu'on voit dans votre film, que Hollande est élu? Alors déjà, moi j'avais fait un film en 2007 avec Ségolène Royal au même endroit, qui était comme une base un peu pour moi de fabrication de ce film, qui était un échec, un film qui n'a pas du tout tourné, et donc qui m'a permis d'écrire celui-là, mais voilà, en ayant un peu de recul, parce que je savais comment ça allait se passer exactement. Et je pense que c'est l'excitation de fabriquer quelque chose. On ne détient pas tous les rênes. Alors ça requiert d'être beaucoup plus organisé finalement que pour un tournage normal. Mais voilà, il y a quelque chose qui nous échappe. Moi, j'adore ça sur un plateau. Bon, alors, c'est pas un plateau, mais c'est l'inverse. Nous, on s'insère dans une situation qui n'a pas du tout besoin de nous et on essaye pas de voler, mais quand même, il y avait quand même l'idée quand même de nous faire passer pour ce qu'on n'était pas. Donc, c'était extrêmement excitant et angoissant en réalité. Parce qu'en vrai, là, je suis complètement pétrifiée le jour même parce qu'on n'a pas d'autorisation. Que c'est l'enfer, que rien ne marche comme ce qu'on a prévu, qu'il y a 10 fois plus de monde que ce que je croyais et qu'on ne peut pas se mettre là où on veut. Donc voilà, on n'arrive même plus à se parler parce que les portables ne passent plus dans l'équipe. Enfin, bon, ça devient réellement une forme de cauchemar, mais qui se termine vers 23h. Donc, de l'intérêt de savoir monter derrière. Oui, là c'est nécessaire, oui. Au nom du Conseil national de l'ordre des journalistes, je dois dire que l'image que vous donnez du journalisme de terrain, toute info, on ne sait pas comment vous écrivez info, c'est peut-être FAUX, hein, toute info. Donc c'est pas très sympa pour les journalistes. Ah bon, pourquoi? Non, on voit qu'ils sont malmenés, les pauvres aussi, qui sont... Je suis bien d'accord avec vous. S'il fallait refaire ce film-là aujourd'hui, parce que c'est intéressant ce parallèle entre finalement une société qui aspire à nouveau à quelque chose et puis un couple qui se désagrège mais en même temps qui réussit aussi de temps en temps à s'apaiser. Qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui ce serait quoi comment dirais-je, le substrat politique, le contexte politique d'un film que vous feriez aujourd'hui? Moi, c'est terrible à dire en tout cas. Moi, alors là, en l'occurrence, moi, je ne pourrais plus faire tourner des scènes de foule parce que j'aurais une peur. On n'est pas dans la même situation politique par rapport aux événements qui se passent actuellement. Je pense que je ne pourrais pas avoir cette forme d'insouciance, même cette forme de défi, enfin de challenge comme ça. Je n'aurais pas la même liberté, la même insouciance, évidemment. Donc c'est pour ça, d'ailleurs, je me suis dit récemment, parce qu'évidemment, les élections approchent, je me suis dit, mais est-ce que je pourrais... Bon, déjà, d'une part, c'est une organisation délirante, je m'y prendrais trop tard, mais en plus... Je pense que j'aurais... Je sais pas, je pense que déjà, personnellement, moi, j'ai été au bout, parce que ça, c'est le troisième volet de plusieurs films que j'ai faits et qui n'ont pas été vus. J'étais au bout d'une forme
de mélange comme ça entre la fiction et une narration précise. J'ai été au bout de quelque chose qui moi me tenait à cœur sur la foule, l'individu. Voilà. Et maintenant, je pense que j'ai besoin, moi, de fabriquer des choses beaucoup plus tenues. Et j'aime de plus en plus la fiction, l'artifice. Ça ne veut pas dire qu'après, je ne travaille pas toujours dans une forme comme ça de... Alors, je dirais pas d'impro, mais où j'ai toujours besoin quand même de casser le texte, d'être dans quelque chose de ramener quand même de la vie. Mais par contre, c'est vrai que voilà, je prends goût quand même à des films où il y a une plus grande maîtrise du cadre, etc. Personnellement. Donc, je vais moins vers ça. Mais peut-être qu'un jour, voilà, j'arriverai à allier les deux et à retrouver ce plaisir que j'ai eu de tourner dans ces circonstances-là. Mais en tout cas, je ne sais pas si... Enfin, actuellement, tout de suite, voilà, je ne sais pas si ça c'est pas quelque chose qui me motive. Vous allez de plus en plus vers la fiction, ce qui explique que d'un film à l'autre, il y a beaucoup moins de caméras à l'épaule, etc. Donc ouais, complètement. C'est retenu d'une certaine manière, ou mieux, oui, ou tenu autrement. C'est plus écrit, c'est plus précis, c'est plus voilà. Mais j'ai été aussi au bout de quelque chose là-dessus, c'est-à-dire que vous évoquiez tout à l'heure une scène de dispute, voilà, entre l'actrice principale, Laetitia Doche, et Vincent Macaigne. Je pense que voilà, c'est une scène qui fait 10 minutes dans le film, qui est très violente. Moi, j'étais au bout, ce film, je l'ai porté, il est violent. Enfin, c'est-à-dire que quand on vit avec pendant 2 ans, c'est un film qui nous renvoie aussi une forme de violence. Et voilà, moi, c'est aussi, on est fait de tout ça. Et après, on a besoin aussi de respirer. Ça ne veut pas dire que j'y reviendrai pas, mais... 2 questions, presque anecdotiques. Pourquoi est-ce que vous foutez des kleps et des singes dans vos films ? Oui, bah alors ça fait partie des choses, moi, que j'aime. C'est comme les enfants, c'est-à-dire que pour moi, il y a... Enfin, je ne compare évidemment pas les animaux aux enfants, mais je veux dire, il y a cette part d'imprévu, de choses qu'on ne maîtrise pas. Et je pense que dans Victoria... Faire témoigner un chien qui s'appelle Jacques, voilà. c'est extraordinaire. Voilà, dans Victoria, bon, j'avais pas cette foule de 10 000 personnes, mais... j'ai quand même réussi à faire tourner un singe qui a failli tuer une figurante sur le plateau, quoi. Donc c'est la fin de cette journée, je me suis dit, un ami à moi m'a dit, bon, bah, finalement, tu as quand même réussi à mettre la même sorte de danger sur ce tournage que... Donc oui, c'est une façon aussi de mettre une ambiance, que l'acteur ne se sente jamais... Alors, il a apporté quoi? Il a apporté le texte qu'on lui donne, il a le monde à lui qui l'amène. Mais moi, j'essaie de l'aider, en tout cas, à ce qu'il soit tout le temps différent, que rien de se... Moi, mon boulot, c'est de faire en sorte que l'acteur, il se sente jamais, il s'ennuie jamais, qu'il n'y ait jamais un moment où il a l'impression que les choses vont se répéter et que ça va être, voilà. Deuxième question, tout aussi anecdotique. Est-il vrai, comme le disent certains de mes confrères, dont on n'imagine pas une demi-seconde que vous ayez pu leur dire ça, est-ce que vous regardez des films d'horreur? Si, c'est une de mes nouvelles passions. Si, je suis désolée, c'est vrai. Pour le coup, là, tout est vrai. Une fois vrai, une fois faux. Bah, c'est exactement le monde que vous décrivez. Non, mais alors, c'est très récent. Non, mais j'ai le sentiment que ça me lave le cerveau. Mais je vois des très, très grands films, je vois des films d'auteurs, de grands auteurs de films d'horreur. Que ce soit Argento, ou même des films fantastiques. Voilà, moi, j'ai découvert l'existence de Shyamalan. Non, mais je vois des très vieux films aussi, très beaux, d'horreur. Enfin, voilà. Mais non, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est une recherche formelle. L'histoire, on s'en fiche un peu. Et donc, on regarde finalement... qu'est-ce qui se passe au cadre? Comment on filme ça? Voilà, mais... ouais, ça fout un peu les jetons quand même. Mais oui, mais moi j'adore. Et Les Dents de la Mer, non? Ouais, j'adore. Très très grand film. Très très beau film. Vraiment. Vous aimez les films d'horreur, vous? Les Dents de la Mer, ça m'a pourri tous mes étés. Donc en surf, on y pense et c'est horrible. Ça nous aide tous. C'est horrible. Ça veut dire que vous voulez changer de registre? Pardon. À votre santé. Non, pas forcément. Non. Bon, après, moi, j'adorerais, et depuis longtemps, j'aimerais faire un mélo. Donc, c'est mon obsession. Après, voilà, j'ai un goût pour la comédie. Peut-être je referai une comédie, peut-être j'irai directement vers le mélo, je ne sais pas encore. Après, non, de là, faire un film d'horreur, là, je suis pas sûre que ce soit demain, la veille. Mais en tout cas, oui, je trouve ça intéressant, non pas forcément de changer comme ça de genre, mais de... Comment dire, ces différentes influences m'aident, je trouve, à avoir une forme de liberté, en tout cas avec le genre ou avec le genre que j'emploie. J'ai besoin, moi, de me sentir libre, en fait, quand je tourne. Et je trouve que c'est toujours intéressant d'être influencé par des choses qui ne font pas forcément partie exactement d'un dogme, voilà. Quand je vous vois fonctionner comme ça, c'est Virginie Efira qui dit que quand elle dirige ses comédiens sur le plateau, on a l'impression d'être sur le tournage de Top Gun. Non mais oui, parce qu'elle fait référence à... Oui. non, mais parce que voilà, je peux être très spontanée. C'est vrai qu'elle fait référence à la scène de nu, parce qu'il y a une scène où voilà, ils sont dans un lit, ils sont plein et bas. Et effectivement, j'avais des idées un peu loufoques, du genre, oui, fais-lui sauter le bouton de chemise. Enfin voilà, il y avait des choses comme ça qui peuvent venir.
Mais oui, parce que moi, c'est vrai que c'est un mélange aussi, moi, de choses de référence que j'ai, plutôt, voilà, de films, d'auteurs, etc. Et aussi de choses peut-être un peu moins avouables. Et moi, c'est ce mélange-là que je revendique aussi, qui fait partie de... vous parliez tout à l'heure on est habitué aux séries, etc. Je suis complètement d'accord. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est fait de plein de choses. Alors, il y a des choses vraiment inavouables dont on ne parle pas, évidemment, mais il y a des choses qui sont intéressantes dans les séries aussi. On a dit, depuis Psycho, Moi Je ou Love Story, les choses inavouables, il y en a de moins en moins à la télé. Hein. Oui, ouais. Non, c'est avouer qu'on pourrait les regarder ou s'en servir. Oui. Ça, c'est... Dans le cinéma, si on termine par l'idée de référence, quelles sont les réfences dans lesquelles vous aimeriez vous inscrire? C'est Lubitsch, c'est... Oui, évidemment, mais ça serait hyper prétentieux. Oui, non, Lubitsch, c'est Piala. encore mieux, évidemment. Moi, alors, j'ai une grande admiration pour Piala, mais c'est vrai que je ne peux plus voir ses films. Je trouve ses films sublimes, mais ils m'agressent trop, ils me font du mal, quoi. Je trouve que j'ai du mal à les voir aujourd'hui, même si je pense que c'est un immense, évidemment. Mais non. Qu'est-ce qui vous fait mal chez Piala? J'ai beaucoup vu ses films. C'est des films qui sont... Je trouve qu'il y a une... C'est le seul d'ailleurs à pouvoir faire ça, à pouvoir avoir ce côté trivial et en même temps cette poésie. Il a quelque chose de... Mais voilà, c'est des films des preuves. Enfin, Et bon, après ça dépend des films, mais c'est vrai que je repense à La Gueule ouverte, je repense à des films comme ça qui évidemment laissent une trace immense. Mais voilà. En ce moment, c'est vrai que j'ai plus de... Je suis plus dans les... Voilà, je regarde ce que fait Lubitsch, je regarde ce que font des gens comme Billy Wilder, mais Hawks. Enfin, c'est des gens qui ne m'attiraient pas du tout quand j'étais plus jeune et que je découvre en fait assez tard finalement. Et qui me touchent infiniment parce qu'ils arrivent à allier quelque chose d'extrêmement intelligent, de fin et en même temps ce côté... chez eux, la comédie prend toute... il y a une forme de grâce qui sublime un peu l'horreur du monde. Et à part Piala en France? En France, alors mort ou vivant, parce que là c'est... Comme tu veux, comme vous voulez. Non, mais il y en a plein. Moi, en ce moment vivant, il y a Guy Roddy, il y a Catel Clévéré, Claire Burger. Il y a plein de gens qui m'intéressent, évidemment. Et c'est vrai que je vais sortir de ce plateau et je vais penser à 10 000 personnes, évidemment. Non, mais c'est pas... Non, mais voilà, il y a plein de gens. Non, vraiment... moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens, justement, qui arrivent à inventer des choses nouvelles. Voilà, comment on fait pour inventer des choses et... Des fois, c'est pas forcément des gens qui font des milliers d'entrées, mais ils inventent des choses et c'est toujours tellement rare et on a besoin de ça, quoi. Et c'est vrai que vous faites partie d'une génération dont les cahiers du cinéma disent que vous êtes la nouvelle génération. Pour au moins une chose, c'est que vous êtes astreint au bricolage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément la puissance de la grosse production et il y a l'intelligence et une forme de, comment dirais-je, de désir de jeunesse. Et puis par ailleurs, il y a un cinéma qui se fait plus alors, pas du bricolage, en artisanat, on va dire. Voilà, parce que je pense tout simplement, et je pense que c'est bien de... Enfin, moi, j'aime bien cette idée-là. Après, ça ne veut pas dire que toute ma vie, je trouve ça bien aussi d'avoir un peu d'argent pour faire les choses, mais c'est vrai que entre 20 et 30 ans, j'ai fait énormément de choses, de films qui n'ont pas été beaucoup vus, mais avec rien. Et c'est vrai que moi, ça m'intrigue toujours quand je vois des jeunes personnes qui me disent « Ah, mais j'ai pas eu d'argent pour faire mon court-métrage », mais c'est normal en fait, les choses se font. Enfin, moi, ça me paraît tellement normal de faire les choses même sans argent. Je l'ai fait pendant tellement de temps. Alors maintenant, j'ai beaucoup plus de chance, évidemment. Et voilà, les amis sont moins présents pour venir aider sans argent maintenant, après 15 ans de... Donc, heureusement que j'ai un peu plus d'argent. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup fonctionné comme ça dans ma vie. Donc, j'ai eu l'habitude de me dire « Bon, j'ai pas l'argent pour avoir 100 figurants. Comment je fais ? J'y vais. Je vais dans la rue et je prends le risque de me faire pincer. » Donc, voilà, c'est une manière de faire, d'apprendre. Emmanuel, qu'avez-vous entendu de votre voisine ? Non, mais une sacrée envie de faire, de raconter et de parler de soi en se cachant pour parler des autres. Moi, j'aime bien ça. Je crois qu'il y a beaucoup de... Moi, je n'ai pas créé d'histoire, je suis un interprète, mais j'aime chez les créateurs cette attention sur soi-même sans être un ego trip, mais pour raconter des choses qui vont toucher à l'universel et raconter des histoires aux autres. Merci à l'un et l'autre d'avoir participé à cette émission. Merci. C'est du film, enfin c'est du cinéma et du théâtre, voilà, dont on est fervent admirateur. À des mots de minuit.
Et puis, pour terminer, tiens, parce que voilà, ça me le climat politique, l'essayiste Pierre de Bonneville, Thomas Bernard, une vie sans femme, une manière de revisiter le personnage quand même très singulier qui était Thomas Bernard. C'est publié chez l'éditeur. Et voilà ce qu'il écrit. Thomas Bernard, c'est une littérature en période de glaciation. Un monde sans amis, sans amour, sans chaleur. Gel, béton, la cave, le froid. Le premier ouvrage publié de Thomas Bernard s'intitulait Gel. C'est en effet un rapport glacial de 27 jours d'observation d'une totale froideur psychologique dans les rigueurs hivernales d'un pays perdu. Dans un autre roman, Béton, Thomas Bernard écrivait « Le monde s'est refroidi de quelques degrés. Je ne veux pas calculer exactement combien. Les hommes sont beaucoup plus cruels, brutaux. » Et dans un autre roman, Perturbation, le prince l'exprime clairement, « Je gèle de l'intérieur ». Voilà, il y a réchauffement climatique, mais politiquement, on peut parfois avoir un peu froid. Fin de cette émission. Allez au cinéma, allez au théâtre, c'est top. La peine de mort n'a toujours pas été abolie, notamment aux États-Unis. Et par ailleurs, il y a surpopulation dans les prisons françaises. Et le ministre de la Justice vient d'annoncer qu'on allait créer des places supplémentaires, sans doute pas pour enfermer plus, mais simplement pour qu'il y ait moins de gens dans les prisons qui dorment sur des matelas posés à même le sol. À bientôt pour Des mots de minuit 540. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu.